On peut commencer, Madame Gougam. Est-ce que vous m'entendez? Professeur, Oui, Madame Gougam, on peut il est commencer. actif. Oui, on est à une centaine de personnes. Je pense qu'on va commencer. Et Alors, professeur Benoît bonjour est à là. tous. Elle est là. Donc, Oui, نكتبي لها ok, très الميكرو bien. تاعها. Bonjour à tous. Bon, on vous a attendu. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet avec les mêmes enseignants que vous avez vus la dernière fois, le professeur Nuiva et le professeur Benoît. Il y a aussi aujourd'hui avec nous le professeur Bouaita. Le professeur Nuiva, je vous remercie énormément, ainsi que les autres enseignants, d'avoir pensé à ce sujet, qui pensait aux médecins généralistes, à leur simplifier la tâche en allant directement vers des gestes faciles et de bonnes pratiques qui nous permettent d'être rapides parce que les urgences, c'est un peu activer dans nos airs, avoir des réflexes rapides et essayer d'être dans le bon sens. Merci à vous, chers enseignants, et je vous laisse prendre la parole sur les recommandations générales pour le médecin généraliste concernant l'AVC et l'AVC aigu, à sa phase aiguë. Merci beaucoup, professeur Nuima. Me- Merci, Madame Gougam. Merci, Docteur Gougam. Bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. Ils sont nombreux et ça nous fait plaisir Recording in progress. de partout. Et notre formation aujourd'hui va porter essentiellement sur l'AVC ischémique, ou ce qu'on appelle désormais l'infarctus cérébral à la phase aiguë. Ma première présentation va parler un peu des indications parce qu'on va être focalisé sur la thrombolyse cérébrale. Ensuite, professeur Benoît va parler de l'évaluation cardiologique à la phase aiguë, mais également en post-AVC. Et professeur Bouaita va parler des hémorragies cérébro-méningées. Donc, bon, j'espère être rapide et que les messages que je vais vous transmettre vont être bien assimilés. Alors, pour définir l'AVC, vous savez tous ce que c'est que l'AVC, mais il y a une définition internationale par l'OMS. Donc, c'est une apparition rapide de signes neurologiques focaux ou globaux dus à une origine vasculaire avec des symptômes qui durent plus de 24 heures, pouvant entraîner la mort, sans autre cause apparente et résultant d'une perturbation soudaine de la circulation sanguine dans le cerveau. Donc, vous voyez, il y a, retenez ce mot, des signes focaux qui sont en rapport avec une perturbation vasculaire au niveau du cerveau. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle les corrélations anatomocliniques strictes. OK? Et cela se produit principalement par deux aspects, soit une obstruction d'une artère, et on va parler d'AVC ischémique, c'est une artère qui va se boucher hein, parce qu'il y a un thrombus, ou bien où il y a un embole qui vient du cœur, ou par rupture d'un vaisseau. Et là, on est dans l'hémorragie cérébrale ou dans l'AVC hémorragique qui vont priver, les deux phénomènes vont priver le cerveau d'oxygène et ce tissu cérébral va se nécroser. Alors, je voulais faire une petite définition sur l'AIT. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si vous voulez qu'on fasse la prochaine fois toute une formation sur l'AIT, parce que c'est le syndrome de menace cérébrale, c'est un peu comme l'angor pour le cœur, c'est très important. Mais j'ai tenu à vous en parler car l'AIT a été redéfinie en fait, hein. Donc, l'ancienne définition parlait de l'AIT comme un déficit neurologique ou rétinien, parce qu'on peut avoir une cécité aiguë par thrombose de l'artère centrale de la rétine, par exemple, de survenue brutale d'origine ischémique, localisée à un territoire cérébral ou rétinien, vascularisé par une artère spécifique, et dont les symptômes régressent totalement en moins de 24 heures. C'est ce qu'on a appris. Vous et moi, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Mais finalement, cette notion de temporalité des 24 heures, avec l'avènement de l'IRM, etc., elle a changé. Maintenant, elle a été définie, c'est celle-là qu'il faut retenir comme un épisode bref de dysfonction neurologique due à une ischémie focale cérébrale ou rétinienne, dont les symptômes cliniques durent typiquement moins d'une heure. Donc, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la temporalité. Des fois, on a des AIT qui durent un peu plus d'une heure, peut-être 2 heures, etc. Mais l'essentiel, c'est ce qui est tracé,
c'est sans preuve d'infarctus cérébral aigu. C'est-à-dire que chez ces patients, vous allez faire pas uniquement un scanner, une IRM, c'est des patients par exemple qui font une aphasie ou une hémiplégie aiguë qui va durer 45 minutes, 10 minutes, 60 minutes au maximum et qui va récupérer. On a des AVC, ce qu'on appelle des AVC régressifs. Comment faire la différence? C'est l'imagerie. La neuroimagerie, normalement, dans l'AIT, c'est un signe de souffrance, mais il n'y a pas eu d'ischémie. Donc, l'IRM est tout à fait normal. Bon, ça, c'est juste pour vous dire. Et pourquoi on parle de l'AIT? Parce que l'AIT et l'AVC mineur, ou l'AVC qui récupère, ont les mêmes recommandations de prise en charge. La double antiagrégation, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, l'intérêt de la question, l'AVC, c'est l'humanité qui est concernée par l'AVC. C'est la première cause de handicap acquis au cours de la vie. 75% des patients gardent des séquelles visibles ou invisibles. Invisibles, il y a ce qu'on appelle maintenant la cognition. Maintenant, vous, même en tant que généraliste, tout sujet qui fait un AVC est à risque de faire une démence, des troubles cognitifs. Donc, c'est la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Et bien sûr, ce risque est 3 fois plus élevé chez les sujets âgés de plus de 75 ans. Évidemment, la troisième cause de mortalité sur l'ensemble de la population après les accidents coronariens et les cancers. Alors, sachez, ça c'est les données de l'OMS, qu'une personne sur 5 décède dans le mois qui suit l'AVC. C'est la première cause de mortalité chez la femme et la troisième cause de décès chez l'homme. Alors, des chiffres qui font peur, en fait, qui font très peur, parce qu'un quart des patients touchés, souvent, ils ont des antécédents d'AVC ou d'AIT, si vous voulez, et ce sont des sujets qu'il faut capter, parce que c'est des sujets à haut risque cardiovasculaire. Déjà, un sujet diabétique, hypertendu, etc., c'est des sujets à haut risque vasculaire. Maintenant, si c'est un sujet qui a fait un AVC ou un AIT, même s'il a récupéré, il est à très haut risque cardiovasculaire ou c'est-à-dire sujet à faire des événements cérébrovasculaires. On le répète, c'est la troisième cause de mortalité. C'est une affection, c'est vrai, du sujet âgé, 3 fois sur 4, mais dans un quart des cas, on a des sujets moins de 50 ans, moins de 65 ans, et même, on va voir 20% sont touchés moins de 20 ans qui font un AVC. Alors, les 3 quarts des patients gardent des séquelles définitives et une personne sur 3 devient indépendante. L'incidence dans le monde passerait entre 2005 et 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, de 16 à 23 millions de sujets atteints par un AVC, donc temps de vie perdu, etc. Et la mortalité va passer de 5,7 à 7,8%, ce qui est déjà énorme, mais vous allez voir que la mortalité en Algérie est encore plus énorme. Alors, des chiffres en Algérie, il y a quelques travaux qui ont été faits, publiés notamment à Blida. Donc, on aurait 40 à 60 000 cas annuellement et une incidence qui est passée de 60 pour 100 000 habitants à 201, ce qui est tout à fait énorme. Hein. Et puis, l'AVC est responsable dans notre pays de 26% de décès enregistrés chaque année, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus que les accidents de la circulation. Et Dieu sait qu'on est hautement placé dans les accidents de la circulation. Et le taux de mortalité est de 17,6% par rapport au taux mondial qui, vous allez voir, allait passer dans le maximum à moins de 8%. Alors, l'AVC, c'est plus qu'une pathologie aiguë. C'est vrai que c'est une pathologie aiguë, c'est la pathologie aiguë prototypique, parce qu'elle nécessite une prise en charge en extrême urgence, avec un risque quand même vital. Mais également, elle est considérée comme une maladie chronique en vue des séquelles qu'elle va engendrer, et on connaît que les patients atteints d'AVC avec séquelles, ils vont fréquenter les établissements de soins à la demande de soins, de rééducation. Et vous voyez qu'il y a un manque chez nous en MPR, en médecine physique et de réadaptation. Et on sait que plus de 50% d'hospitalisations en MPR sont des AVC et sont une prise en charge très, très lourde. Alors, problématique de l'urgence, pourquoi? Parce que le cerveau, il n'a pas de réserve énergétique. Donc, le système nerveux central, en général, et le cerveau en particulier, c'est pas un muscle où il a du glycogène, il peut s'en servir, etc. Il n'a pas de réserve en glucose et il est extrêmement sensible à l'ischémie, à l'hypoglycémie. Et c'est pour ça qu'il y a ce concept de time is the brain, parce que chaque minute qui passe, 2 millions de cellules vont
mourir. Alors, les types d'AVC, vous les connaissez maintenant. On a soit par occlusion, soit thrombotique ou emboligène, donc qui va donner l'infarctus cérébral, qui va donner l'AIT, mais sans infarctus, sans nécrose, et c'est tant mieux, c'est un signe d'alerte, et qui peut donner aussi, on a d'autres types d'AVC, on a la thrombose veineuse cérébrale, là c'est sur les veines, on peut avoir les accidents ischémiques euh, qui touchent les petites, tout à fait les petites artères qu'on appelle les accidents lacunaires, etc. Soit par une rupture de vaisseau, et tout à l'heure, professeur Bourraïta va vous parler de l'hémorragie cérébrale et méningée, ou bien carrément l'hémorragie cérébro-méningée. Mais dans 80% des cas, il s'agit d'infarctus souvent, et on connaît maintenant tous les facteurs de risque. Les facteurs de risque sont classés en facteurs de risque modifiables et facteurs de risque non modifiables. Par exemple, non modifiables, on ne peut pas agir sur l'âge, le vieillissement si vous voulez, on ne peut pas agir sur le sexe, on ne peut pas agir sur euh, les, les facteurs de risque génétiques. Ça, c'est des facteurs de risque non modifiables. Là, on ne peut pas. L'histoire familiale également d'AVC, il y a des familles qui font des AVC, mais on peut agir sur les autres facteurs que vous connaissez, l'obésité, le tabagisme, le cholestérol, la sédentarité, le stress, la prise d'alcool. Et puis, tout ça, c'est des facteurs de risque qu'on doit prendre en charge, vous en tant que généraliste déjà en prévention primaire et pourquoi pas aussi en prévention, malheureusement en prévention secondaire. Donc, pour voir un peu les étiologies, parce qu'il y a un chevauchement entre facteurs de risque et étiologie, il faut savoir que dans l'infarctus cérébral du sujet âgé, l'étiologie, c'est l'athérosclérose. Et l'athérosclérose va toucher justement des artères de gros calibre, donc la carotide, l'artère cérébrale moyenne, l'artère cérébrale antérieure, l'artère ophtalmique, etc. Mais également aussi, même un sujet âgé, il peut avoir une cause cardiaque, cardio-embolique, et on connaît le problème de la fibrillation atriale. Le professeur Benoît va certainement en parler. Des fois, on a des malades qui font des sténoses carotidiennes et ils ont une fibrillation atriale, ce qui complique encore la prise en charge. Mais c'est le sujet jeune. La première cause, c'est pas l'athérosclérose, quoi qu'on a maintenant des AVC athéroscléraux à 35 ans, à 40 ans, avec le mode de vie, ce qu'on mange, les fast-food, etc., la limonade, tout. Donc, on a de l'athérosclérose qui rajeunit. Mais retenez qu'un infarctus du sujet jeune, 30 ans, 25 ans, c'est les cardiopathies emboligènes. Donc, avant, si vous recevez un malade en consultation qui fait une hémiplégie et vous mettez en évidence un infarctus par scanner ou d'IRM, la première des chances, c'est l'envoyer en urgence, en extrême urgence, chez le cardiologue parce qu'il peut faire de la l'AFA, il peut faire d'autres maladies cardiovasculaires emboligènes. Et puis, évidemment, tout ça, on en parle pour maîtriser la prise en charge et l'optimiser. Donc ici, c'est un peu, on a vu un peu sans se répéter, mais il y a également dans les étiologies, il y a les maladies des petites artères, et puis dans 5% des cas plus rarement, on a les dissections des artères cervicales, là aussi elles sont problématiques, notamment c'est le sujet âgé, c'est le sujet jeune, qui peut donner des AIT ou carrément des AVC constitués. On a les autres causes, les syndromes myéloproliférateurs et les maladies de système, et sachez qu'un groupe de patients avec un examen étiologique, un bilan étiologique exhaustif, on ne trouve pas d'étiologie. Alors, pour l'hémorragie cérébrale, là aussi, il faut le savoir. Alors, chez le sujet âgé, c'est l'HTA. Ici, l'HTA, elle ne va pas agir comme un facteur de risque, mais elle va agir comme une étiologie. Parce que l'HTA, qu'est-ce qu'elle va? Elle va modifier les petites artérioles du cerveau, donc on parle d'hypohyalinose ou l'artériosclérose, et cette hypohyalinose, au décours d'un pic hypertensif, elle se rompt et va donner des AVC. Et les AVC liés à l'HTA, les AVC hémorragiques liés à l'HTA, c'est souvent des AVC profonds. D'accord, capsulothalamique, etc. Mais on peut les séparer justement en hémorragie. Et chez le sujet jeune, attendez, je reviens un peu sur le sujet jeune, c'est les ruptures d'anévrisme. Voilà, vous voyez un sujet jeune qui fait une hémorragie cérébro-méningée ou cérébrale, il faut penser à l'anévrisme et à les faire, évidemment, une angio-TDM, voire une artériographie carrément. Mais on peut raisonner devant une hémorragie cérébrale en hémorragie lobaire, c'est la rupture des malformations, et les angiopathies amyloïdes chez le sujet âgé. Par contre, quand elles sont profondes, chez le sujet âgé, c'est l'hypertension artérielle et chez le sujet jeune, c'est les malformations vasculaires.
par exemple, les caverneux. Ici, c'est un petit rappel. Je suppose que vous connaissez tous que le cerveau ou l'encéphale, pas uniquement le cerveau et le tronc cérébral, sont innervés, sont vascularisés par deux systèmes, un système carotidien en avant et un système vertébro-basilaire en arrière. Et ça, il faut maîtriser ça parce qu'il y a ce qu'on appelle des syndromes neurovasculaires qu'il faut maîtriser. Et ces deux systèmes sont anastomosés par plusieurs systèmes d'anastomose, dont le plus connu, c'est le cercle de Willis. Et vous voyez ici la photo de Willis qui a décrit ce cercle. Et c'est génial parce que vous voyez ici que le système carotidien et le système vertébro-basilaire sont unis par l'artère cérébrale postérieure, l'artère communicante postérieure, ici que vous voyez. Et entre la carotide interne ou la cérébrale moyenne avec la cérébrale postérieure. Et vous avez le côté droit qui est uni par le côté gauche grâce à la communicante antérieure qui va unir l'artère cérébrale antérieure droite et l'artère cérébrale antérieure gauche. Alors, on arrive aux symptômes. Évidemment, le symptôme maître, c'est l'hémiplégie. Alors, quand on voit, même nous, neurologues, quand on voit une hémiplégie évidemment aiguë, là, c'est l'AVC. Et à la limite, quel que soit l'âge, hein. Donc, bien sûr, une femme jeune qui vient avec une hémiparésie ou une hémiplégie, ça peut être une sclérose en plaques, par exemple, mais aigu comme ça, vite, en coup de hache comme ça, c'est l'AVC, d'accord? Après, il faudra faire les corrélations. Quel est le territoire artériel? Parce que s'il n'y a pas cette corrélation, c'est peu probable que ce soit un AVC, d'accord? Et en plus, dans l'ischémie, plus que l'hémorragie, c'est là où on va faire ces corrélations anatomocliniques. Et là, il faut savoir que le lobe frontal, c'est le lobe responsable de la motricité, pariétal sensibilité, l'occipital, la vision, etc., le cervelet, l'équilibre. Et il y a des syndromes neurovasculaires par atteinte, soit du cervelet ou du tronc cérébral, comme le fameux syndrome de Wallenberg. Alors, les syndromes carotidiens, ils sont connus. Maintenant, il faut raisonner droite et gauche, mais sachez que c'est dominé par l'hémiplégie qui peut être totale et proportionnelle, renvoie à une atteinte de la capsule interne, ou il peut être à prédominance brachiofaciale, c'est l'artère cérébrale moyenne superficielle. À prédominance crurale, c'est l'artère cérébrale antérieure. Et sachez, là, je l'apprends à mes étudiants, qu'il faut savoir qu'on marche, qu'on écrit avec l'artère cérébrale moyenne et on marche avec l'artère cérébrale antérieure. D'accord? Et puis, on a les syndromes vertébro-basilaires. Là, vous avez les diplopies, l'atteinte des nerfs crâniens, le coma, c'est plus sévère parfois, la dysarthrie. Et il y a le syndrome de Wallenberg qui est classique, connu parce qu'il y a une ischémie dans la fossette latérale du bulbe par un thrombus au niveau de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure. Donc ici, c'est pour vous montrer tous les syndromes connus. Vous n'êtes pas obligé de les maîtriser, mais il faut qu'il y ait derrière un raisonnement. Donc sachez, l'AVC carotidien et l'AVC vertébro-basilaire sont différents. Par exemple, si vous avez un malade qui fait une vision double ou bien une ophtalmoplégie, une paralysie faciale avec une hémiplégie contralatérale, ça, c'est un syndrome neurovasculaire vertébro-basilaire. Donc ici, c'est un peu pour vous dire, bien sûr, l'AIT, il faut toujours le mettre en avant quand les signes régressent au bout d'une heure, moins d'une heure, mais il faut savoir qu'il y a des AVC constitués mais régressifs. Donc ici c'est l'imagerie qui va faire la différence. Alors, par exemple, ici, il y a des territoires qu'il faut maîtriser. Vous voyez dans la première IRM là, la A, ici, c'est un infarctus dans le territoire de l'ACM, c'est l'artère cérébrale moyenne. Dans l'ACM superficielle. Dans le B, c'est l'ACM profonde. Dans le C, c'est l'ACM totale. Vous voyez que l'infarctus est plus étendu. Et dans la D, ici, vous avez un infarctus dans le territoire de l'artère cérébrale antérieure. D'accord? Alors, les signes d'alerte, on va bientôt arriver à la phase aiguë qui nous intéresse aujourd'hui. Les signes d'alerte, ce sont tous ces signes neurologiques. Des troubles moteurs, l'aphasie, les troubles sensitifs, les troubles du champ visuel, les troubles de l'équilibre et d'autres signes. Mais ce que j'ai mis en schéma, vous voyez que ça dessine maintenant sur le plan international. Il y a des acronymes qu'on a mis pour le public, pour les professionnels de santé, hein, et qu'on appelle en anglais le FAST. Alors, Fast, bon, ça veut dire faire vite aussi. Alors, face, F, c'est pour la face, donc une asymétrie faciale. A, c'est pour l'arme, le bras qui pompe, qui est paralysé. S, c'est pour speech,
hein, des troubles du langage, soit une aphasie, une dysarthrie. Et T, c'est pour le time. Donc, time is brain. Donc, il faut raisonner dans une fenêtre thérapeutique de 4h30 dans laquelle on peut mettre un traitement, une thrombolyse, un traitement fibrinolytique. Alors, les Français, bien sûr, ils ont fait aussi, c'est vite. D'accord? Donc, visage, incapacité de bouger le bras, trouble de la parole et extrême urgence. Et nous aussi, on a fait, on est sur un plan national AVC. On a préparé, j'ai préparé, enfin, avec le groupe avec lequel je travaille aussi. Regardez, bon, avant d'arriver à l'acronyme arabe, maintenant les Anglais, ils ont rajouté le B. B, c'est les troubles de l'équilibre et E, c'est le A, c'est la perte de la vision. Maintenant, même une cécité aiguë, ça peut être un AVC dans le territoire de l'artère ophtalmique qui est issue de l'artère carotide interne. Donc, retenez FAST ou BIFAST, c'est encore mieux. Vous ajoutez le B, balance, c'est troubles de l'équilibre, et A, c'est la perte de la vision. Et en arabe, vous voyez, عسر في الكلام إعوجاج في الفم جهة ضعيفة من الجسم واللام لا تتأخر. Qu'est-ce qui nous donne? Allez, Madame Gougam ou les autres qui sont. Alors, constituer un mot qui va être très intéressant, c'est عاجل. D'accord? عسر في الكلام ألف إعوجاج في الفم جهة ضعيفة من الجسم ولا تتأخر. Donc, à peu près, ça, on peut le faire dans les campagnes de sensibilisation. Alors, on arrive à la prise en charge. L'organisation de la prise en charge, qu'on thrombolise ou pas, elle a des objectifs. C'est pas parce qu'on thrombolise pas le malade, il vient 24 heures après ou 48 heures après, on va lui dire il n'y a rien à faire. C'est surtout ces gens-là, et malheureusement, tout le monde connaît le problème de la filière vasculaire en Algérie, parce que c'est des malades souvent. Alors, malheureusement, c'est très problématique. Les malades qui font des AVC mineurs, ils rentrent chez eux, hein, parce qu'ils sont mineurs et on n'a pas où les hospitaliser. Et c'est inadmissible, mondialement parlant, de laisser un AVC, comme bien même mineur ou un AIT, aller à la maison. D'accord? Parce qu'il peut récidiver, il peut s'aggraver, etc. Et s'ils sont graves, les troubles de la conscience, etc., ils atterrissent en réanimation. Et les malades intermédiaires, c'est très compliqué, tout le monde se bat, les internistes, les neurologues, c'est pas nous, etc. Mais en tout cas, sachez que la prise en charge, et ça doit changer. Et vous, les généralistes, vous êtes le pivot, vous êtes le centre de cette prise en charge. Les objectifs, c'est réduire la mortalité. C'est des malades qui meurent. Un AVC, il risque de mourir dans les prochains jours, les heures et la semaine, voire des années. Prévenir et traiter les complications, améliorer l'handicap, le pronostic fonctionnel. Et pour ça, il faut qu'il y ait des unités qui sont très manquantes, ce qu'on appelle maintenant les UNV, les unités neurovasculaires. C'est des unités qui dépendent, on va en parler, hein. Dans un hôpital, il y a des lits dédiés aux malades AVC. Uniquement dans le sens d'une thrombolyse, mais pour... Vous m'entendez? Allô? Madame Gougam? Oui, on vous entend, on vous entend. D'accord, parce que oui, d'accord. Alors là, il faut, au sein de cette UNV, faire des protocoles, les valider, et on est en train de les faire. Et là, indépendamment du traitement initial, qu'on thrombolise ou pas, de l'âge du malade, etc. D'ailleurs, une prise en charge dans un centre, dans une UNV, réduit la mortalité de 20%. Même s'il n'y a pas de traitement, même s'il n'y a pas de thrombolyse, même s'il n'y a pas de thrombectomie. On va voir ce que c'est que la thrombectomie. Alors, la prise en charge des complications avant d'arriver à la thrombolyse, on va parler de façon générale. Alors, d'abord, en aigu, en super aigu, il y a ce qu'on appelle les axos. C'est tous les facteurs qui agressent le cerveau pendant l'AVC. Vous savez que le métabolisme cérébral, il change complètement et le malade, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente sa tension artérielle, il augmente pour permettre une perfusion au cerveau. Et c'est pour ça, on le répète, on a vu des généralistes, quand ils reçoivent un malade suspect d'infarctus, d'un AVC, évidemment, s'il a des chiffres à 22, 24, c'est sûr que c'est un AVC. Il ne faut pas aller l'abaisser. Il ne faut pas aller l'abaisser. Au contraire, c'est ce qui permet de perfuser le cerveau et de sauver une partie du cerveau. Et là, c'est délétère. Et les généralistes qui mettent du Loxène, etc., ils envoient après en neuro, là, ils aggravent la nécrose et ils vont l'étendre. D'accord? J'ai l'impression que vous vous sentez gêné. Donc, Vous les êtes toute axos, seule, vous n'êtes pas toute seule, on est les là. axos, ce On sont est là, la fièvre. professeur. Pardon? Ça va. Alors, je continue.
Oui, 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 bien sûr. Alors, Sauf la si vous fièvre, vous préférez avez la la fièvre, protéine. vous avez les 3 H, l'hyperglycémie, l'hyperthermie et l'hypotension ou l'hypertension. Ça, c'est délétère, hein. Donc, mais vous avez la fièvre, l'hypoxie qui aggrave l'AVC, et c'est pour ça qu'il faut une surveillance stricte pluriquotidienne. La glycémie, l'hyperglycémie aussi, c'est un facteur grave. C'est pour ça qu'il faut mettre les malades diabétiques ou parfois qui dérégulent leur glycémie sous insuline, évidemment l'hypoxie et il faut ramener de l'oxygène. Alors, et puis, on a d'autres complications, par exemple les troubles de la déglutition. Devant un sujet qui fait un AVC, qui soit sévère ou mineur, toujours vérifier le réflexe de la déglutition. C'est des malades, les premiers jours, ils peuvent faire ce qu'on appelle une pneumopathie d'inhalation. Ils font une infection pulmonaire et ils meurent. Donc, c'est des malades qu'il faut sonder sur place, faire une sonde nasogastrique, pardon, il faut faire une sonde aussi vésicale. Donc, on a également les complications thromboemboliques, même quand on ne peut pas mettre de l'aspirine les premiers jours, il faut mettre des battes de contention, par exemple, les complications infectieuses, et puis rapidement mobiliser ces malades. Et puis, il y a aussi les complications neurologiques, et on va voir quelles sont. Ces complications neurologiques, c'est-à-dire l'aggravation, l'extension de l'infarctus, la récidive, etc. Alors, l'HTA, là, je pense que le professeur Benoît va s'étaler, donc il faut la moduler et on va voir. À la phase aiguë, il faut maintenir, il ne faut jamais la baisser, même quand on thrombolyse, il faut la maintenir à 180, 111, 110 ou 102, 120. Et voilà, je pense qu'elle va en parler tout à l'heure. En tous les cas, en règle générale, l'hypertension artérielle doit être respectée à la phase aiguë d'un AVC afin de maintenir une pression de perfusion adéquate, qu'il s'agisse, même s'il s'agit d'un accident hémorragique, c'est vrai, après le scanner qui va déterminer, mais surtout l'ischémie, il faut maintenir cette hypertension. Donc, c'est un geste à abolir d'aller faire baisser la tension. D'ailleurs, un malade, quand vous le recevez, vous l'allongez, vous prenez ses constantes, et vous l'envoyez directement dans un service spécialisé ou dans un service, ou même si vous ne pouvez pas l'envoyer, s'il est en dehors de la fenêtre thérapeutique, vous pouvez le gérer avec toutes les recommandations dont on va parler. Alors, les autres complications, bon, on passe ici, la pneumopathie, la fièvre, on se répète un peu, les troubles de la déglutition, ne les oubliez pas, donc mettre une sonde nasogastrique, et les complications thromboemboliques, donc des fois on met en dehors de la phase des premières heures, etc., on peut mettre du Lovenox à dose préventive ou bien des battes de contention. Alors, la mobilisation, elle doit être également rapide pour lutter contre les complications, contre les raideurs, contre les douleurs, etc., contre l'œdème. Alors, les complications neurologiques dans un infarctus cérébral, on a les transformations hémorragiques, c'est-à-dire c'est des infarctus qui sont ils ont un gros volume, et c'est ceux-là, ils vont saigner à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle l'infarcissement hémorragique. Et cela, il pose un problème. C'est des patients chez qui on va discuter l'anticoagulation. S'ils ont une fibrillation atriale, il faut mettre des anticoagulants. Et là, c'est la balance. Si on ne met pas des anticoagulants, il va encore envoyer un embol et refaire un autre AVC dans un autre territoire. Si on met les anticoagulants, il risque encore de saigner. Ou bien, d'accord, donc vous avez, mais là, il y a des scores, il y a des critères, elle va en parler tout à l'heure, professeur Benoît, selon la sévérité de clinique, selon l'étendue de l'ischémie à l'imagerie, etc. On peut avoir également des œdèmes, un œdème cérébral étendu, etc. Et des fois, c'est des malades qui tombent dans le coma et le neurochirurgien peut intervenir pour faire ce qu'on appelle une craniotomie. Alors, le bilan complémentaire, dans l'immédiat, évidemment, une formule, un bilan inflammatoire, une crasse sanguine, une CRP. Évidemment, il faut scoper ces malades, il faut les monitorer. Regardez, des fois, on découvre des malades qui n'ont pas de F1. Et un malade sur 4 AVC, il a une F1 méconnue. On la voit des fois sur le scope ou sur le CG simple. Et puis, je pense que le professeur Benoît va en parler. Et puis, à distance, évidemment, tout ce qui est angiographie, le Doppler des tranches supraortiques ou le scanner des tranches supraortiques, l'Holter des 24, 48 ou 72 heures, je pense que je laisserai, je ne vais pas empiéter sur la présentation du professeur Benoît. On arrive à la phase suraiguë, l'objet de notre réunion aujourd'hui, c'est que maintenant, depuis plusieurs années, la prise en charge de l'AVC, de l'infarctus a été révolutionnée
par la thrombolyse. Malheureusement, c'est dans un délai de 4h30. C'est pas comme le cœur où on a un peu plus de temps. Ici, donc c'est pour ça, reconnaître le fast ou l'ajil et envoyer rapidement vers un centre de thrombolyse. Maintenant, même si c'est pas un centre, une UNV, une véritable UNV, vous pouvez, en tant que généraliste, avec une téléconsultation, ce qu'on appelle les télestroques, vous vous mettez avec nous par téléconsultation pour un WhatsApp. Maintenant, ça s'est développé. On voit les clichés, etc. Et on peut thromboliser ensemble. D'ailleurs, je vous invite, on avait reçu il y a quelques années, 2 ans, 2 généralistes ou 3 généralistes de Sougaras qui sont venus faire un stage d'1 mois. Et maintenant, elles thrombolises. Bon, elles n'ont pas thromboliser beaucoup, mais elles l'ont fait à Sougaras parce qu'il y a le scanner évidemment à côté. La nécessité d'un scanner est primordiale. Donc, dans vos EPH où il y a un scanner, ça serait un peu criminel de ne pas prendre en charge ces malades quand ils viennent les premières heures de leur infarctus. Donc, les patients, là, il faut retenir pour vous généralistes que les patients suspects d'AVC doivent avoir un accès prioritaire 24/24 et 7 jours sur 7 à l'imagerie. Malheureusement, peut-être, et je suppose qu'en Algérie, maintenant, il y a des scanners partout. Alors, dans les établissements disposant d'une UNV, la thrombolyse est prescrite par un neurologue, évidemment, ou un médecin titulaire d'une spécialité ou d'un DU, ou ce que vous voulez, une formation en neurovasculaire. C'est hors AMM et c'est faisable, et pourquoi pas les généralistes. Et le patient, il faut savoir qu'il doit être surveillé dans un centre, au sein d'une unité neurovasculaire, avec l'accessibilité au cardiologue, avec l'accessibilité au réanimateur et avec l'accessibilité au neurochirurgien. Maintenant, si les établissements ne disposent pas d'UNV, à Cherchell, on a une petite UNV qui s'est imposée par nous parce qu'il y avait des patients qui sont venus dans les délais, on avait le scan, l'arrêt à côté, on a commencé à thromboliser et on a dédié uniquement 2 lits. Malheureusement, c'est pas les masses, c'est pas une, mais ça reste quand même une UNV. Alors, et vous voyez que l'AVC, c'est l'affaire de tous, et je mets en rouge le généraliste avec cette filière qu'on doit, on ne va pas attendre que les gens nous fassent cette filière, c'est nous-mêmes qui devons l'installer, on n'attend pas que la tutelle vienne, etc. Si on a un scanner, il y a un neurologue, un interniste ou un cardiologue à côté, il ne faut pas hésiter à thromboliser. Alors, c'est quoi une UNV? En fait, maintenant en Europe, une UNV, c'est pas n'importe quoi, hein. Une UNV, elles sont labellisées, une véritable UNV, il faut qu'elle ait au sein du même établissement, le Doppler, l'accès à la thrombectomie, l'accès à la thrombolyse, tout ce qu'il faut. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense qu'on n'a pas une véritable UNV qui devrait être labellisée par les grandes sociétés mondiales du stroke. Mais voilà, regardez comment on définit l'UNV sur le Belgian Stroke Council comme une entité géographique distincte, à part, au sein d'un hôpital spécifiquement dédié aux patients atteints d'AVC ou suspects d'AVC, tant que le diagnostic neurologique n'a pas été posé ou n'est pas clair, avec une équipe multidisciplinaire. Donc, il faut qu'il y ait le neurologue, le cardiologue, l'interniste, le généraliste, le kiné, le MPR, le radiologue. Tu vois, cette entité, elle doit contenir, elle doit héberger tous ces acteurs. Et cette équipe, elle a une expertise pour la prise en charge de l'AVC. L'AVC, c'est urgent parce que chaque minute perdue, regardez, par minute, on perd 1,9 million de neurones. Et vous voyez, le concept de time is brain, c'est 1,9 million de neurones, c'est 14 milliards de synapses, c'est 12 km de fibres neuronales myénélisées qu'on perd. Et là, ça a été traduit aussi en arabe. 1,9 million خلية عصبية 14 مليار مشبك عصبي 12 km من الألياف النخاعية. Et vous voyez que time is brain et c'est un concept auquel nous devons tous adhérer. Et pourquoi ça? Parce qu'un traitement fibrinolytique, malheureusement dans une fenêtre très courte, mais on peut le faire quand il y a une bonne sensibilisation de la population, des médecins, tous les personnels de la santé qui peuvent agir. C'est faisable, la faisabilité, ah ben, à Cherchell, avec rien, on a commencé, on l'a fait. D'accord? Mais elle reste problématique parce qu'on n'a pas le SAMU, parce qu'on n'a pas la régulation, parce que le cardiologue n'est pas à tout côté. La cardiologue qui travaille avec moi à Cherchell, elle est à Tipaza. Vous voyez, elle est encore à 30 km, mais on essaye à la réanimation qui nous aide à la phase aiguë. Et le lendemain, quand le malade est stable, on lui envoie les malades surtout thrombolisés, qu'elle évalue, parce que le bilan cardiaque à la phase aiguë est nécessaire. Le professeur Benoît va en parler. Est-ce que c'est efficace? Oui, c'est mieux que rien. Mais maintenant, si on va faire du copier-coller sur l'Europe ou je ne sais pas, non.
On va rester en état à ne rien faire? Non. On peut prendre l'exemple sur l'IDM qui est très encourageant. Maintenant, on thrombolise l'IDM dans une ambulance. Les généralistes, je ne sais pas si ils peuvent thromboliser l'infarctus du myocarde ou pas, mais l'organisation est-elle réaliste? Je dirais oui. Bon, ce n'est pas une utopie. Ça ne sera pas le label l'ESO, etc. Mais on peut faire. Alors, pourquoi cette fenêtre de 4h30? Vous voyez là en rouge, c'est la zone de nécrose. C'est ce qu'on appelle le cœur, le corps de l'AVC, corps C-C-O-R-E, c'est la zone. Et vous voyez tout autour cette zone bleu marine et bleu ciel. C'est une zone qui souffre, mais elle est encore perfusable, elle est encore viable. Et c'est pour ça que le sujet, il fait monter sa tension artérielle pour justement cette zone qu'on appelle la pénombra, en anglais, qu'on appelle la zone de pénombre. Et c'est sur cette zone de pénombre que va agir la thrombolyse, donc l'axilise, elle va sauver cette zone. Et plus on tarde, et plus la zone rouge, elle va augmenter jusqu'à nécroser tout le territoire. Donc vous voyez, ce concept, c'est très très important. Alors comment on évalue ces malades à qui on doit faire la thrombolyse et qui viennent à 2 heures de leur infarctus, à 1h30 par exemple, ou bien 1 heure? Il faut les scorer. Et là, les indications de la thrombolyse intraveineuse est basée sur un score clinique, c'est de la clinique. Vous pouvez télécharger sur Medicalcul, il est simple, ou et bien sûr un score radiologique. On n'a pas besoin d'être radiologue. Hein. Nous, on a un scanner sur place, c'est nous, neurologues, qui faisons le score aspect dont on va parler. Alors, le score clinique, il comporte 11 items, c'est des signes neurologiques. Il est noté sur 42. 42 sur 42, c'est la mort, hein, évidemment. Et vous avez, on teste la vigilance avec 3 points, l'orientation, la commande visuelle, l'oculomotricité, le champ visuel, la face, la paralysie faciale, la motricité des membres supérieurs et inférieurs, l'ataxie, la sensibilité, le langage, la dysarthrie et l'extinction, la négligence et tout. Par exemple, si vous avez un malade, regardez, pour la motricité en sec, vous avez le membre supérieur et le membre inférieur. Déjà, si vous avez un malade qui fait une hémiplégie complète, membre supérieur, il est à 4. Membre inférieur, il est à 4. Déjà, il est à 8. Vous n'avez même pas besoin de faire autre chose. Déjà, même s'il parle, il est à 8, il faut le thromboliser. Donc, vous voyez que maintenant, s'il vient avec une aphasie uniquement, un petit déficit discret, c'est vrai qu'il va être à 2 ou 3, mais cela, des fois, même avec un score bas, on peut thromboliser parce que l'aphasie, c'est un handicap sensoriel très important. Si vous avez un homme qui enseigne à la fac ou au lycée et qui ne parle plus, vous imaginez bien que c'est grave. Même s'il n'a pas d'hémiplégie, il faut le thromboliser. Et on classe les malades entre score 1 et 4 AVC mineur. Normalement, les AVC mineurs, on ne les thrombolise pas, sauf s'il s'agit d'une aphasie. Ensuite, entre 5 et 15, c'est les bons malades à thromboliser. C'est ceux-là qui sont très bien thromboliser. Entre 15 et 20, c'est un AVC sévère. Et plus le score est élevé, plus les complications hémorragiques sont grandes. Parce que la complication du traitement antithrombotique ou fibrinolytique, c'est que le saignement. C'est des malades qui peuvent saigner au niveau du cerveau et en mourir. D'accord? Et on ne thrombolise pas au-delà de 25. Hein. Je pense que on ne thrombolise pas. Donc, le score entre 5 et, si vous voulez, 25, c'est beaucoup. Hein. Nous, on a peur de thromboliser un malade à 20, 25, ça nous fait peur parce qu'il y a un risque de transformation hémorragique et de décès. Alors, ce score Nice, il est très important, il est simple. Vous pouvez le télécharger sur votre téléphone et l'utiliser. Après, il y a la thrombectomie. La thrombectomie, c'est une technique de reperfusion mécanique. Ici, on fait rentrer un stent, comme ça, et on tire carrément, on dissout et on tire le thrombus. Et là, on a une marge de temps plus longue, mais il faut vraiment un centre super spécialisé et des indications spéciales. Parce qu'il faut, ça marche dans ce qu'on appelle les thromboses proximales, celles qui ne répondent pas à la thrombolyse. Des fois, on fait la thrombolyse et la thrombectomie. Des fois, on fait la thrombectomie directement parce que la thrombolyse ne va pas marcher. Quand il y a par exemple un thrombus proximal, c'est-à-dire de la M1 ou de la carotide, etc., ça ne va pas beaucoup marcher. Pardon, pas la carotide, parce qu'on est dans le cerveau, ça ne va pas trop marcher. La thrombolyse, elle marche sur les emboles ou les thromboses un peu distales. Et vous voyez, là, on arrive au score clinique. Par exemple, vous voyez, vous recevez un malade, on lui fait le scanner. Hop, et on trouve dans ce premier scanner une image hyperdense. Là, c'est un hématome.
Là, on ne thrombolise pas. Ici, vous voyez que c'est un hématome du cervelet. Contre-indication, donc c'est une hémorragie, il est exclu de la thrombolyse. On l'envoie en neurochirurgie, soit pour décompresser ou bien on l'hospitalise en réanimation et pour le surveiller. Par contre, quand le scanner est normal et vous avez un malade qui fait une hémiplégie qui est scoré à 8, par exemple, là, c'est le bon malade à thromboliser. Le scanner est normal. Malheureusement, l'IRM, ça aurait été très bien parce que l'IRM, elle montre des modifications aux premières minutes. Il y a l'œdème vasogénique et cytotoxique qu'on voit. C'est très bien. Si on avait l'IRM, on peut dater avec l'IRM l'infarctus. Mais avec le scanner, malheureusement, mais tous les centres du monde, hein, en Europe, en France, ils thrombolisent sur le scanner. Il y a un score, vous voyez ici, ce qui est en rouge et tout, et on a pris les sites pour l'artère cérébrale moyenne. L'artère cérébrale moyenne, pourquoi on l'a pris elle? Parce que c'est 80% des AVC ischémiques du sujet athéroscléreux surviennent ici. Et vous voyez le noyau codé, noyau lenticulaire, M1, M2, M3, c'est un peu les régions profondes, superficielles, et M4, M5, M6, ça c'est les régions profondes. Et on voit à chaque fois qu'il y a une petite différenciation, un petit effacement du noyau codé, c'est sur 10. Hein, vous avez 10 points, 10 sites, on enlève un point. D'accord? Normalement, un scanner normal, c'est 10 sur 10. Et là, il faut aller. Ça veut dire que la zone de pénombre est bien. Maintenant, si en 9, si on voit par exemple le noyau codé effacé, on est à 9 sur 10, on peut aller. Maintenant, si on voit l'insula M1 effacé, c'est 8, on peut aller. Mais si on est à 7, non. Si on est à 7, il faut s'arrêter parce que là, l'infarctus s'annonce étendu. Et il y a un gros risque hémorragique. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc 10 sur 10, c'est parfait. Jusqu'à 7 sur 10, et encore, nous par exemple, on ne thrombolise pas. Dès qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les signes indirects de l'ischémie, c'est-à-dire les signes débutants et indirects. Ça veut dire que l'infarctus va être étendu, ou bien des fois on voit l'artère, ici j'ai pas mis, mais on voit l'artère temporale, le thrombus, l'artère de l'ACM, l'artère cérébrale moyenne, on voit ce qu'on appelle une artère trop belle. On la voit, on voit le thrombus. Ça aussi c'est un signe pas de bon pronostic. OK? Alors, finalement, le traitement, il est là, c'est l'actylis. Alors, le dosage, il est bien maîtrisé. On a tout ce qu'il faut. On a ce score clinique et radiologique. On met 0,9 mg kilo selon le poids, sans dépasser 90 mg. On met 10% en bolus et l'autre sur 1 heure. Donc, on a le temps. Entre-temps, d'ailleurs, dans l'AVC, quand le sujet est candidat à la thrombolyse, on n'attend pas le bilan. On attend le bilan dans un seul cas, quand le malade est sous antivitamine K, sous Centron, parce qu'on ne thrombolise pas quand l'INR est augmenté. D'accord? Quand l'INR a 2, 2,5, on ne thrombolise pas parce qu'il faut que le malade soit inférieur à 1,7, c'est-à-dire qu'il n'est pas bien anticoagulé et là, le risque hémorragique diminue. D'ailleurs, chez les malades qui sont sous Centron et qui font un AVC, bien sûr, quand on voit un malade sous Centron et qui fait une hémiplégie, on pense aux accidents des antivitamines K. Mais si c'est ischémique, bon, on a peur, on attend quand même l'INR. Sinon, on n'attend pas. La formule, etc., même si le malade il a une petite insuffisance rénale, c'est pas grave. Ou là, un petit syndrome infectieux, bon, on a eu des Covid, ils ont thrombolisé des ischémies sur Covid. D'accord? Donc, vous voyez, sans se répéter, donc il faut qu'on ait, pour thromboliser un diagnostic d'AVC ischémique, c'est pas hémorragique, c'est pas une thrombose veineuse aussi, un déficit NIS, ce qu'on appelle le NIHSS, on l'a vu, supérieur, pas mineur, donc entre 5 et 20 si vous voulez. Et puis, il faut qu'il y ait cette marche de 4h30. Et mieux on thrombolise avant, mieux c'est. Ça veut dire que la pénombre, la zone, le corps, le noyau de l'ischémie, c'est pas étendu. Et on ne thrombolise pas avant 1 heure. Alors, qui c'est qui peut me dire pourquoi? Vous pouvez ouvrir pour voir si les gens suivent. Il y a le chat, il y a le chat. Est-ce que vous pouvez lire le chat? Je ne peux pas voir le chat. Alors, on ne thrombolise pas. Je sais qu'il y a certains, beaucoup qui ont répondu. Écrivez-moi, je réponds au prof. Alors, pourquoi on ne thrombolise pas avant 1 heure? Par exemple, si vous recevez un malade à 40 minutes, on attend 1 heure pour le thromboliser. Pour 2 raisons. Haïti. Très bien. Alors,
On ne thrombolise jamais avant 1 heure parce que ça peut être un AIT. Et des fois, avant de thromboliser, même si on est à 1h30, 2 heures, il faut refaire l'examen parce que le malade peut récupérer. Donc, juste avant d'injecter, on refait le NIS. Maintenant, peut-être que le malade, il est venu avec 8 NIS, hop, il peut récupérer 2 heures après, ou là, ça dépend à quelle heure on l'a refait. Maintenant, s'il vient à 3 heures et qu'il ne change pas, on y va vite, vite. D'accord? Et plus on thrombolise précocement, mieux c'est. On a moins de risques hémorragiques et on récupère du tissu cérébral qu'on a sauvé, la zone du pénombre. Parfait. Je suis contente que vous ayez répondu parce que c'est très bien. Alors ici, c'est pour un peu se répéter. Donc les mesures, je pense que vous les connaissez, vous travaillez avec les réanimateurs, mettre le patient en position à 30 degrés, lui prendre une voix rapidement, la saturation, la fièvre, le bilan, lancer le bilan, le monitorer et aller vite, vite, vite vers le scanner. D'ailleurs, le bilan, on le fait au scanner. Et dans l'AVC à la phase aiguë, nous, quand j'étais à Mustapha, maintenant, on priorise, on fait des fiches spéciales, roses par exemple, ou vertes, ou au camp rouge, pour que les malades passent avant tout le monde. D'accord? On ne va pas à quelqu'un qui a, même s'il a une tumeur cérébrale, etc., l'AVC à la phase aiguë, il faut qu'il passe, et on peut même des fois injecter le produit au niveau du scanner. Dès qu'on a vu les clichés, on peut commencer à injecter pour gagner du temps, et c'est une course contre la montre. Évidemment, après, alors il y a la thrombolyse, il y a la thrombectomie, ce n'est pas le sujet aujourd'hui beaucoup. Quand le malade ne récupère pas, après c'est une surveillance heure par heure. Hein. Quand il ne récupère pas et qu'on est à 6 heures, etc., on peut, c'est que le thrombus il est proximal, ça ne va pas répondre et il faut aller faire une thrombectomie, c'est-à-dire enlever ce caillot de façon mécanique. Voilà, donc, et malheureusement, même dans les centres les plus performants, ils thrombolisent que 15 à 20% de tous les AVC. Nous, par exemple, je ne sais pas, sur les 4 années, peut-être qu'on a thrombolisé presque 80 malades. Bon, c'est très insuffisant, mais dès qu'on thrombolise, on sauve quelqu'un, c'est déjà bien. Ici, vous pouvez trouver sur l'HAS tous les résumés, les guidelines, vous pouvez les consulter, mais gardez cet esprit, ce message. Alors, après, pour évaluer justement, il y a des paramètres temporels. Alors, en anglais, on les dit, il y a le onset to dur. Onset to dur, c'est-à-dire entre le début des troubles et à quelle heure il est arrivé le malade, à l'hôpital ou là dans une UNV. Là, malheureusement, il arrive très en retard. Il arrive à 5 heures. Donc, on calcule le onset to dur, on calcule le dur to image, le scanner, et on calcule le image ou le dur to needle, c'est-à-dire à quelle heure l'injection. D'accord? Et dans les meilleurs des cas, le dur to needle, il est très bien quand il se fait moins d'1 heure. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Par exemple, faire vite, hein, faire très vite. Malheureusement, ça c'est la phase pré-hospitalière. Les confrères, les malades qui ne consultent pas tout seuls parce que ils ont une petite aphasie, ils pensent que ça va leur passer, ou là ils voient, il a une cécité, il attend que ça lui passe, c'est une perte de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser pour améliorer ces délais. Malheureusement, nous, ça nous arrive de thromboliser à 4 heures, 4h30, mais ça ne va pas donner de bons résultats. Les meilleurs résultats, c'est après 1 heure. 1 heure, c'est parfait. Et vous voyez qu'il faut agir sur la phase préhospitalière. Les contre-indications, il y en a plein, on peut les résumer, c'est-à-dire, maintenant, si le malade il saigne, ça c'est une contre-indication absolue. Il y a des contre-indications absolues, évidemment, les antécédents de saignement intracrânien, même si le malade il a fait une hémorragie à 6 mois, etc., il ne faut pas les thromboliser. Des lésions cérébrales vasculaires autres ou néoplasiques, une suspicion de dissection de l'aorte, parce que ça va faire péter la dissection, un accident vasculaire cérébral dans les 3 mois, un saignement actif. Par exemple, si le malade il a une gingivorragie, il fait un méléna, il fait des hémorroïdes qui saignent, c'est une contre-indication. Un traumatisme crânien récent ou facial, il ne faut pas thromboliser. Et puis, il y a les relatifs. Évidemment, quand on décide de thromboliser un patient, on garde une HTA, enfin une tension artérielle, quand même au-dessus de 18, il ne faut pas qu'elle soit trop basse, mais si elle est au-dessous de 18, là aussi, il faut monitorer, il faut mettre du Loxène, professeur Benoît va en parler.
Voilà, un saignement récent. La grossesse aussi, c'est discutable. Les ulcères, l'anticoagulation, par exemple, chez un malade qui ne prend pas les antivitamines K, par exemple, il prend les nouveaux anticoagulants, c'est une contre-indication, sauf s'il ne les a pas pris depuis 48 heures. Vous voyez? Alors la thrombectomie, là aussi, c'est très à la mode. C'est une technique complémentaire. Bon, vous pouvez lire, ça se fait, c'est révolutionnaire, mais il faut y avoir un matériel très très coûteux, il faut avoir l'accès à l'angioscanner, etc. Et puis aller chercher par des techniques mécaniques, enlever ce qu'on appelle les stents retroviver, le caillot responsable de l'AVC. Voilà vos résumés. Donc, on a vu à la phase aiguë avec ce guidelines. Après, la prise en charge en post-AVC, elle reste très importante parce que c'est des sujets, il faut cibler les facteurs de risque. Il faut donc un ciblage de la tension, il faut une antiagrégation après, ça dépend de la double, une anticoagulation si le malade fait une fibrillation atriale et un traitement de la sténose carotidienne. Là aussi, c'est urgent. S'il fait une sténose symptomatique à l'origine et que le malade récupère ou qu'il a répondu à la thrombolyse, il faut l'opérer dans les 2 semaines qui viennent. Pour le médecin généraliste, on arrive à la fin. Donc, il faut pour vous, et j'espère que vous allez sortir avec beaucoup de messages, considérer tout déficit neurologique, évidemment brutal, hein, transitoire, même transitoire ou prolongé, comme une urgence absolue vasculaire. L'accident vasculaire est une urgence vitale. Retenez le FAST ou l'AGIL. Il faut allonger la victime, le patient. Il faut faire une fiche et appeler le SAMU et ayez cette notion du temps de cette fenêtre thérapeutique qui va sauver le malade. L'AVC, on peut en mourir. Les antécédents d'AVC ou d'AIT, il faut demander au patient, constituent pour le malade un très haut risque cardiovasculaire. Donc, ce n'est pas des malades qu'on laisse partir à la maison. Et puis, les antiagrégants, le ciblage du taux de LDL qui doit être inférieur à 0,7. Je pense qu'il faut la prise en charge des facteurs de risque qu'on va traiter conjointement avec le cardiologue et puis un bilan spécialisé qui sera l'objet de la communication suivante. Et puis après, c'est pas des malades, c'est des malades qu'il faut suivre pour alléger leur handicap, pour si des patients jeunes, pour les réhabiliter dans leur vie socio-professionnelle. Et vous voyez, il faut un gros calibre. Là, j'ai mis la photo vous le connaissez, j'espère, hein, de Belmondo, qui a été victime d'un AVC. Il faut sortir le gros calibre contre la thérame, c'est-à-dire la thrombolyse et la thrombectomie. Et je vous remercie. C'est bon? Oui, merci professeur. Maintenant, c'est vraiment très clair, une clarté avec Sahafia. Est-ce que vous Oui. leur donnez votre communication parce qu'ils vont me le demander? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Vous photo de pouvez malade. Il y a pas de problème. l'introduire là rapidement. Attendez, je vais départager. Après, à la fin, on laissera les questions, si vous voulez. Je ne sais pas parce que je viens d'avoir Benui, je ne pense pas que faudrait l'appeler, hein. D'accord, je vais l'appeler tout de Mais suite. Attendez, je coupe mon... hmm. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, essayez de les mettre. Profitez. Vraiment, c'est une clarté. Elle a bien montré les choses et comment on doit travailler. Et je vous assure, profitez des opportunités. C'est pas la peine de laisser vos mails. On va vous l'envoyer directement. Alors, Benui est présente. Alors, on va donner le micro à Benui. Non. Voilà. Je n'ai pas Benui. Non, 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 je n'ai pas Benui.
Oui, vous allez avoir l'enregistrement. Je lui ai demandé devant vous, elle a dit oui. Juste, elle essaye de rentrer en contact avec la cardio, le professeur Benoît, pour entamer la deuxième partie. Ce que je vais vous demander par contre, c'est d'essayer d'inscrire vos questions, pas de mettre vos mails, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de mettre les mails. D'essayer d'écrire vos questions pour pouvoir aider et vous répondre. Alors, Benoît. Professeur Benoît, si vous avez changé d'identifiant, vous me le dites. Athéna le cours, oui. Si vous étiez là, vous auriez su, Ayman, que le cours va vous être transmis. Elle est en train de se connecter, ok. En fait, je ne donne pas l'enregistrement, hein. Selon ce que me disent les profs. S'ils acceptent, on vous donne la communication. S'ils n'acceptent pas, c'est leur droit le plus absolu. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est pas, la présentation n'est pas finalisée pour vous la donner. Donc, le professeur Benoît a dit oui, vous allez la voir. Professeur Benoît, alors je vais... Nuiva, plutôt. Professeur Nuiva, ouvrez votre micro. Professeur Nuiva. Oui, voilà. oui, je suis là. Alors, on va profiter en attendant que Benoît puisse s'installer. La place des anti-agrégants plaquettaires. Oui. En dose de charge dans la phase aiguë, oui. Voilà. Alors, dans les malades non thrombolysés, quand l'AVC est mineur, il faut mettre les premiers jours une double antiagrégation, c'est-à-dire du Plavix et de l'aspigique, à dose de charge le Plavix, pendant au moins 21 jours. Après, si le malade il fait une fibrillation atriale, là, il faut mettre des anticoagulants. Et je vois que d'après les commentaires, c'est qu'ils ont bien suivi, je suis contente. Et moi, j'appelle tous les généralistes qui veulent venir faire un stage d'un mois ou là, bon, on s'entend entre les hôpitaux. Je pense qu'il va y avoir, professeur, Oui. ces jours-ci, il va y avoir la validation de la validation de la préparation, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec un expert qui va valider le programme, le plan au niveau de la DGSS. Oui, je suis dans le comité, Madame Gouga. Ah, très bien, donc vous êtes plus au courant que moi. Après, oui, mais c'est très bien, mais ça, formations, quand oui. vous allez faire les formations, après il y aura, quand vous allez faire les formations, vous allez tracer aussi la cartographie, je pense, oui. Hein, la cartographie des unités où les gens vont s'adresser. Il va y avoir aussi probablement la formation extra-hospitalière, c'est-à-dire les gens du SAMU. Là, oui. Je pense qu'avec tout ce bagage, vous allez pouvoir faire aussi des formations et s'organiser de façon à ce que là où il y a des unités, les hôpitaux pourront accueillir d'hôpital à hôpital, il y aura la demande et elle se fera, deux personnes, ensuite deux personnes. Ça prend combien de temps cette formation? Ça dépend, les stages d'immersion, ça peut aller stages d'immersion. Oui, bon, bien sûr, dans des centres qui thrombolisent, je sais pas, Cherchel, Tizi Ouzou, Blida. Non, mais ça prend combien de temps? Bon, les généralistes qui sont venus de Sougara sont restés 1 mois. 1 mois. C'est voilà. C'est faisable. Oui, parce que les urgences en neurologie, c'est 3 fois sur 4, c'est des AVC. Donc, moi, ils ont appris à scorer, à voir les malades, à regarder un scanner et tout. Et même s'ils voient une seule thrombolyse, par exemple, c'est pas mauvais. Je vois une question très pertinente sur l'AVC du réveil. Alors, l'AVC du réveil, on ne peut pas le dater. Et c'est pour ça qu'il faut demander à la famille à quelle heure a été vu le malade bien. Et ça nous est arrivé de façon anecdotique, je vais vous faire rire, hein.
Une fois, on a reçu une famille avec le malade, il s'est réveillé hémiplégique. Après, je sais pas, on l'a reçu très tôt le matin. واحد بدا يقول كي ناض مع الفجر مع الأذان الأول والآخر مع الأذان الثاني. Vous voyez la famille. Mais l'AVC du réveil, c'est quand on ne peut pas le dater, il faut pas le thromboliser, sauf si on a une IRM. Alors, si vous avez l'IRM, l'IRM, elle va montrer les premières minutes, les phénomènes. Il y a des séquences où on voit la nécrose, il y a ces séquences où on voit la région hypoperfusée, etc. L'idéal, c'est l'IRM, mais malheureusement, l'IRM en urgence n'est pas accessible. C'est une bonne question. L'AVC du réveil est très particulier aussi. Alors, ça dure combien la thrombolyse, perfusion et les... Ça dure Vous une avez heure. deux questions, hein? Ouais, ça dure 10 minutes et une heure. Le paramètre à surveiller après et les complications redoutables et la prise en charge immédiate face à ces complications. Oui, oui, oui. Alors, on surveille, il y a des fiches, on surveille de façon H1, chaque heure. On surveille chaque heure, on évalue. Et les malades répondeurs, ils récupèrent dans les quelques minutes qui suivent. Mais on surveille les malades qui ne vont pas s'aggraver. Et en fait, le risque de saignement, parce que le malade, il peut saigner, pas à cause du médicament, il peut saigner 2 jours après, etc. Ça, c'est pas la thrombolyse. La thrombolyse, c'est le jour même, c'est les 24 heures. Et quand le malade est stable, on refait 24 heures après de la thrombolyse un scanner qui va montrer probablement une image, parce qu'il y a toujours une image, parce qu'il y a le corps de l'ischémie qui s'est constitué, mais de moindre, on a réduit cette nécrose. Est-ce que vous pouvez leur transmettre votre communication? Bon, moi, ça ne me dérange pas, je vais leur transmettre, hein, c'est pas... Vous le faites maintenant? Bon, je vais Comme vous ça, l'envoyer. Oui, je vous l'envoie à vous, Madame Gouga. Ah, vous préférez me l'envoyer à moi? D'accord. Je vous l'envoie à vous et... C'est quand Bon, vous il ne faut voulez. pas juste pas la laisser traîner sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord, ça change tout. Mais il n'y a pas de problème. Hein. La science doit être partagée. Hein. Ok. Alors, Madame Benoît est avec nous. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on programme l'AIT. C'est vrai que l'AIT, c'est très bien aussi. Maintenant l'AIT, en Europe, ils ont créé ce qu'on appelle les cliniques d'AIT. C'est des malades qu'on ne relâche pas dans la nature parce qu'il est encore bien et c'est un syndrome. C'est comme l'angor pour l'IDM, l'infarctus du myocarde. Alors, on ne peut pas thromboliser son scanner. Il faut le scanner parce que le scanner, il va éliminer une hémorragie qui est une contre-indication majeure à la thrombolyse. Professeur Benoît, activez votre micro. Bon, je pense qu'il y a eu du beau débat, c'est très bien. Ah oui, c'est très bien. Concernant la communication, conduite à tenir devant un AIT, c'est un cours, c'est tout un cours. Pour le score mimique. Ah, vous arrivez à lire les questions. Professeur Benoît, activez votre micro. Vous allez tout avoir. Elle est dans le comité. Je pense que tous ces détails vont être éclaircis par la suite. La spécifique est systématiquement donnée. Si pas d'hémorragie, Professeur Benoît, Oui, Professeur Nuiwa, vous êtes toujours avec nous? c'est bon, Benoît, j'ai partagé. bonjour. Bonjour, Oui, Madame oui, tu as Gouga. partagé. J'ai partagé. On va juste remercier le professeur Nuiwa. Peut-être je pense qu'elle a quitté. C'est bien. Ah, tu fais le micro. Très rabarque, Benoît. Professeur Nuiwa, activez votre micro au moins qu'on vous remercie. Est-ce que vous restez avec nous? Voilà, je suis là, Madame Gouga, Ah, mais je vais vous êtes rester là. jusqu'à la fin. Je vais Ok. rester jusqu'à la fin. Donc, vous regardez les questions et si Oui, vous oui, je vais voulez répondre. écrire Je suis les là. réponses, Ok. écrivez.
Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, merci à Sarah. tous hein, pour votre attention. Merci, à tout de suite. Alors, professeur Benoît, نعرفوا بك ولا ما نعرفوش بك ما نخدموا معاك يعطيك C'est comme vous الصحة voulez. بارك الله فيك. Alors, professeur Merci. Benoît, elle est cardiologue Oui. au niveau de l'EPH de Kipaza. C'est une battante de la cardiologie. Et je peux vous dire que, masha'Allah. Merci beaucoup, professeur. Merci, Je vous laisse Madame la Gauguin. parole. Donc, Allez-y. enfin, je commence. Je Oui, commence. bien sûr. Donc, voilà, Oui, bien on va faire donc, dans la suite de la prise en charge de l'AVC, le cardiologue ne peut pas s'en passer du neurologue et vice-versa. Le neurologue, je pense qu'il ne peut pas s'en passer du cardiologue. Alors, comme vous le savez, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral ischémique, on va donc étudier l'ischémique. C'est une urgence médicale diagnostique et thérapeutique. Le diagnostic est qui doit être confirmé par une imagerie cérébrale, soit la TDM cérébrale ou actuellement, de plus en plus, on indique l'IRM cérébral. Pour les petits AVC qui ne sont pas vus à la TDM cérébrale, donc lorsque l'AVC est précoce et on veut faire une thrombolyse, il faut avoir une imagerie pour ça. L'urgence est aussi thérapeutique, time is brain, c'est-à-dire il ne faut pas dépasser les délais de thrombolyse comme elle vous l'a présenté le professeur Nouiwa. La thrombolyse, c'est comme dans l'infarctus, doit être dans les délais. Le retard diagnostique va mener soit au décès du patient, soit un handicap physique très important, ce qui va retentir sur l'aspect psychologique du patient ainsi que la psychologie des proches. La prise en charge, elle est multidisciplinaire. Il faut connaître les étiologies donc avant de parler du rôle du cardiologue, il faut connaître les étiologies des accidents vasculaires cérébro-ischémiques. Donc, soit l'origine est athéromateuse. Dans ce cas, on va chercher les facteurs de risque d'athérosclérose. On les verra dans la prochaine slide. Soit l'origine est embolique, donc une embolie d'origine cardiaque. Dans ce cas, il faut chercher une valvulopathie, soit une valvulopathie mitrale, valvulopathie aortique moins souvent, ou bien une endocardite infectieuse, ou bien les tumeurs cardiaques dans la auriculaire gauche. Les cardiomyopathies dilatées, il peut y avoir une stase qui se crée et donc formation de thrombus. Le thrombus peut se fragmenter chez les sujets qui n'ont pas d'anticoagulant. Il va passer dans la circulation cérébrale et systémique et donc ça donne un AVC ischémique. L'origine embolique la plus fréquente reste la fibrillation atriale, donc les troubles du rythme à l'étage atrial. En coronaire aigu, là aussi, c'est surtout avec sus-décalage de S. Infarctus du myocarde. Les syndromes coronaires aigus sans sus-décalage de ST, généralement, n'altèrent pas la fonction VG, donc ne donnent pas d'AVC. C'est plutôt l'infarctus du myocarde qui va altérer la fonction